Chère Taille, chères sœurs, chers amis, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je peux parler plus fort, c'est nécessaire que je parle plus fort ou ça va? C'est bon? Je vais essuyer un petit peu vers le haut. Ajuster, c'est ça. Est-ce que la voix pas trop basse? C'est ça la question? C'est un grand bonheur de vous avoir à la maison de l'Inspire, d'être ensemble aujourd'hui encore, d'avoir des visages amicaux qu'on connaît et avec lesquels il est facile de rentrer en contact, se sentir soutenu. Nous avons la joie d'être en hiver et d'avoir des arbres qui fleurissent. Cet arbuste fleurit et nous offre la beauté des fleurs en hiver. Le courage de cet arbuste de dire « c'est l'hiver, mais ça va pour moi, je fleuris ». C'est quelque chose de très important, pouvoir arriver à fleurir en hiver. Dans notre jardin, nous avons la chance d'avoir un grand espace maintenant qui attend le printemps pour nous rendre très heureux, pour pouvoir nous offrir sa beauté. La permanence est une chose très très importante dans notre vie. Notre sœur, dimanche dernier, sœur Yanim, dimanche dernier, est venue nous offrir le chant de l'impermanence que nous avons. Je n'ai pas parlé à haute voix depuis ce matin, c'est un petit peu pour ça. Comme ça, c'est mieux? Ah, parfait. Merci. Donc, je disais que notre sœur est venue chanter le chant l'autre jour de Gathas de l'impermanence qu'elle a mis en musique et qui parle de notre passage sur cette terre. Mais l'hiver est indispensable dans nos vies. Notre chère Taï nous dit « Je n'enverrai pas mes enfants dans un endroit où il n'y a pas de souffrance, parce que sans souffrance, il n'y aurait pas de compassion. » Et peut-être que pour cet arbuste qui offre des fleurs, à travers les mains de Keiko, qui nous les accueillit ce matin pour décorer notre maison, l'hôtel des Bouddhas. Peut-être que pour cet arbuste, c'est pas facile de fleurir en hiver, malgré tout. Mais peut-être c'est son choix. Peut-être est-il là pour nous prouver que, malgré les rigueurs de l'hiver, il est possible pour chacun de nous de fleurir. J'ai posé la question à 2 de mes sœurs. Que souhaiteriez-vous que nous développions aujourd'hui? Sœur Yanim m'a dit qu'il faut parler de l'amour. Et Sœur Kanim, elles sont là toutes les deux. Et Sœur Kanim m'a dit qu'il faut parler de la pratique. Qu'on parle de la pratique. Et j'ai trouvé que c'était merveilleux que mes sœurs me donnent cette possibilité de faire un choix dans les nombreuses pages d'enseignement de Taï, dans les merveilleux trésors que notre maître nous a transmis de la part du Bouddha, avec son profond regard. Et j'ai pensé donc à l'amour et aussi comment, avec les pratiques, conserver et développer notre amour.
et comment passer par-dessus les difficultés de façon à conserver quand même notre cœur complètement ouvert et à pouvoir garder une certaine fraîcheur comme ces belles fleurs. Nous allons commencer par une courte méditation guidée si vous voulez bien. On peut tousser, hein, parce qu'en ce moment c'est l'hiver. J'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire et je suis mon inspiration de son début jusqu'à sa fin. J'expire et je suis mon expiration de son début jusqu'à sa fin. Suivre l'inspiration tout au long, suivre l'expiration tout au long. J'inspire et je suis conscient de tout mon corps, depuis mes extrémités jusqu'au sommet de ma tête. J'expire, je suis conscient de tout mon corps, depuis le sommet de ma tête jusqu'à mes extrémités. Inspire, conscience du corps. Expire, conscience du corps dans sa totalité. J'inspire et je suis conscient des tensions dans mon corps à certains endroits. J'expire, je détends ces tensions, je relâche les tensions dans mon corps. Inspiration, conscience des tensions. Expiration, relâcher, détendre.
J'inspire, je fais naître la joie en moi. J'expire, je fais naître la joie en moi. Faire naître la joie pour l'inspire. Faire naître la joie pour l'expire. J'inspire, je suis consciente de votre présence et de cette douce atmosphère bien aimante qui est autour de moi, tout autour de moi. J'expire, j'éprouve du bonheur. Inspire, se sentir entouré. Expire, éprouver du bonheur. Le retour à soi-même par la méditation assise, la méditation guidée, est un chemin merveilleux. Pouvoir s'arrêter, cesser de courir. Comment pourrions-nous aimer si on n'arrête pas de courir? Comment pourrions-nous pardonner si nous n'arrêtons pas de courir? J'ai une sœur qui m'a fait un très joli dessin et une petite peinture qui représente une sœur assise de dos avec des arbres devant elle. Et j'ai accroché ce joli dessin juste au-dessus d'une photo que j'aime beaucoup, qui représente un lac sur lequel il y a un lac de montagne, sur lequel il y a une petite île avec une église. Et à l'arrière-plan, il y a un voile de brume. Et puis, on peut deviner le soleil et la grosse montagne qui est plus en arrière, en deuxième plan. Et presque tous les matins, je contemple cette image, en essayant de ramener la respiration consciente et voir que dans cette image et dans ce dessin, il y a l'élémentaire. Et on peut le voir par exemple dans la montagne, on peut le voir sur la terre où est assise la petite sœur. Il y a l'élément air et espace qui est vraiment important, surtout dans la photo. L'eau est présente
dans le lac, mais aussi dans la brume. Le soleil, la chaleur est là également, on peut la voir, la façon dont le reste de la photo est éclairé. C'est pas un soleil bien brillant, c'est un soleil doux qui éclaire. Et être en contact avec ces éléments dès le matin me permet de retourner à moi-même et de retrouver en moi l'élémentaire, dans mes os, dans mes ongles, mes dents, mes cheveux, et bien sûr dans tout ce qui est solide, comme la chair par exemple, et les viscères, mais également cette eau fondue en quelque sorte, cette terre fondue en quelque sorte dans tout ce qui est liquide, sous forme de sels minéraux. Et j'aime bien ce genre de pratique, commencer à regarder comment nous sommes reliés au monde entier, à l'univers tout entier. Et je continue avec l'élément eau, le sang, la salive, les larmes, l'urine, etc. Tout doucement. Alors je ressemble à la montagne, alors je ressemble au lac, alors je ressemble au nuage qui est dans le ciel, alors je ressemble. Je peux me voir dedans et dehors avec facilité devant ces images. À l'intérieur, il y a le temps qu'on peut découvrir également. D'après la photo, il doit être peut-être 10 heures du matin. L'orientation, l'inclinaison du soleil. Et comme c'est en haute montagne, je ne peux pas vous dire si nous sommes au printemps, en été, en hiver ou en automne. Et c'est découvrir tout doucement comment c'est notre journée par une courte méditation comme ça. L'élément air, en moi, partout, sous forme d'oxygène et de gaz carbonique qui circulent à l'intérieur de mon corps. Il n'y a pas une seule cellule qui ne les rencontre pas. Donc partout, partout je suis eau, partout l'eau pénètre. Et l'élément chaleur, je peux le sentir dans la température même de mon corps, mais aussi dans le fait que le soleil à l'extérieur et la terre, l'air, l'eau, l'espace ont permis, et la conscience bien sûr, ont permis à ce corps de se manifester, d'être entretenu, d'être nourri. C'est une pratique, ce n'est pas très long. On peut la faire assise, on peut la faire en marchant, on peut la faire à table quand on est en train de manger. Et c'est une pratique qui nous ouvre sur une immensité. Une immensité. Nous pouvons, grâce à cette pratique, remonter jusqu'au Big Bang et même avant. Voyons. Est-ce que ces atomes existaient dès le début ou pas? Est-ce que les atomes, l'atome de poussière, les atomes qui constituent un grain de poussière, étaient-ils là au moment du Big Bang? C'était là ou pas? Ou avant déjà? Quand est-ce que la vie a commencé sur la Terre? C'est une ouverture constante de l'esprit et du cœur. Lorsque nous mangeons quelque chose, nous devenons ce que nous mangeons. Et c'est une offrande de la terre, c'est une offrande des êtres qui ont travaillé, des agriculteurs. C'est une offrande des personnes qui ont transporté, qui ont acheté, qui ont transporté, qui ont vendu. C'est une offrande de nos amis qui nous nourrissent. Grâce à vous, nous sommes nourris.
C'est une offrande des sœurs qui préparent le repas avec tellement de paix et de beauté que c'est toujours délicieux ce que nous mangeons. Nous pouvons regarder notre vie entière comme cela. Rencontrer la vie dans ce qu'elle est vraiment, dans ces moments de beauté. Petite pomme, tu es venue jusqu'à moi, je vais te manger et tu vas me transmettre l'énergie de vie que tu portes. Ton énergie va devenir mienne et va me permettre de continuer ma vie. En regardant profondément comme ça. Regardez aussi, nous pouvons regarder aussi dans l'objet de cette contemplation et voir, par exemple, quand on a envie de quelque chose, prendre l'objet pour le manger, par exemple, avec envie. Il y a du désir, il y a de l'envie, car parfois il peut y avoir même de l'avidité, et on prend cet objet, on le regarde, on le contemple. Chère pomme, j'ai très envie de te manger. Tu es très belle comme tu es. Que vas-tu devenir bientôt? C'est la méditation. Et pendant que nous mangeons la pomme, que nous dégustons son goût à la fois acide et sucré, donc acidulé, pendant qu'on la mange, pendant que nous sommes en contact avec le côté juteux, avec le côté craquant, avec le goût, avec la température, nous sommes en méditation. C'est une méditation. Et alors, on la mâche longuement, au moins 30 fois, avant de l'avaler. Et quand on l'avale, où vas-tu, petite pomme? Que vas-tu devenir maintenant? Et pensez à cet acte de digestion qui est extraordinaire, de transformation de l'aliment en quelque chose d'assimilable, avec l'action des sucs digestifs, la salive, le suc gastrique, la bile, les sécrétions du pancréas, etc., etc. C'est la méditation. C'est ça la méditation. C'est aller se promener dans des endroits où on ne se promène pas d'habitude. Et puis ensuite, lorsque la petite pomme va nous quitter, nous pouvons contempler. Cela fait partie de la pratique. Petite pomme qui m'a quittée, où es-tu passée? Je ne te reconnais pas du tout. Ni la forme, ni la couleur, ni l'odeur, etc. Petite pomme, tu m'as donné tout ce que tu contenais, qui pouvait me servir. Maintenant, tu es transformé en déchet, en ordure. Et tu me quittes. C'est très important de faire cette pratique. Parce qu'on peut regarder derrière nous, une fois que l'acte est accompli, en pleine conscience si possible, regarder et puis se dire, voilà, là-dedans il y a le pain, il y a le lait, il y a peut-être du beurre de sésame, il y a tout ce que j'ai mangé avant-hier, ou hier, avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup d'appétit. Voici ce que je laisse derrière moi. Et quelquefois, ça peut nous aider à gérer notre avidité, notre désir très fort de pouvoir manger quelque chose. Quand on est très tenté par quelque chose et qu'on accepte de le faire, c'est bien aussi de regarder après, le lendemain, le surlendemain. Qu'est-ce que c'est devenu? Où es-tu passé? Toi que j'ai mangé avec tant d'envie et tant d'appétit. Je vais peut-être te demander un petit son de cloche, me sers, s'il te plaît.
Vous allez me dire, et l'amour dans tout ça? Je ne fais que vous parler d'amour. La méditation, c'est l'amour. C'est la rencontre avec l'amour. C'est très important de voir que nous baignons dans un monde d'amour. Nous baignons, nous sommes entourés par l'amour, mais nous ne le voyons pas. Nous l'attendons sous une forme très précise. Nous attendons que ça ressemble exactement à ce que nous connaissons pour pouvoir le reconnaître, pouvoir le mettre dans une boîte et se dire « Ah ben oui, ça c'est l'amour ». Mais en réalité, nous sommes entourés par l'amour, jour et nuit. Il nous suffit de nous mettre en contact avec cet amour à travers la joie, la pleine conscience, la concentration dans laquelle je vous emmène tout doucement, mais je vois que ma voix est tellement douce que vous allez tous finir par dormir. Parce que c'est une vision profonde, hein, c'est ça une vision profonde. Ce que nous vivons, ce que nous avons vécu, c'est ça la vision profonde. C'est se rendre compte que tout est relié et que c'est l'éveil. L'éveil, c'est comprendre ça. On ne peut pas chercher l'éveil dans un livre, on ne peut pas chercher l'éveil en courant sur la planète, après l'idée l'éveil, l'éveil, l'éveil. Notre maître m'a donné le nom orné d'éveil, parce que ma demande au moment d'être ordonnée, c'était « Cher Thaï, je ne veux plus faire de mal à personne, d'aucune manière. » Alors, Cher Thaï, il a dit, bon, il faut que chacune de vos pensées, chacune de vos paroles et chacune de vos actions soit, si possible, dans l'amour, de façon à ce que vous puissiez éviter de faire des misères à quelqu'un. C'est pour ça que Thaï m'a donné ce nom, éveillé. Je voulais vous lire un court poème qui s'adresse à l'amour ultime. Il est tout petit. Je vais vous le lire 2 fois et j'aimerais que vous essayiez de sentir en vous qu'est-ce que ça donne. Ne recherchez pas la beauté, la poésie, tout ça, juste sentir. C'est l'amour infini que vous portez en vous et qui se manifeste, dont je suis éprise. Et c'est l'écho de ce même amour en moi, insuffisamment développé, qui s'émerveille. Je recommence. C'est l'amour infini que vous portez en vous et qui se manifeste, dont je suis éprise. Et c'est l'écho de ce même amour en moi, insuffisamment développé, qui s'émerveille. C'est très important de reconnaître l'amour, même quand cet amour n'a pas la forme de l'amour qu'on attendait. Les 4 éléments de l'amour, je parle là que des personnes qui connaissent déjà, enfin, devant moi, ce sont toutes des personnes qui ont déjà une grande expérience de la méditation, de la pratique. Savoir prendre soin de soi-même et savoir prendre soin de l'autre. Maîtri, la bonté aimante. Savoir être attentif. Être présent au moment où on a besoin de nous, tout en utilisant la vue juste, c'est-à-dire celle de l'intérêt, que tout est relié, que notre bonheur est le bonheur de l'autre aussi. Apprendre à développer cela par de petites attentions. Un regard qui sait détecter où ça ne va pas, quand ça ne va pas. Aux enfants, j'enseigne de regarder papa et de regarder maman quand ils rentrent à la maison pour savoir comment ils sont. Est-ce qu'ils vont bien ou ils vont pas bien? Et de proposer. Mon papa, est-ce que tu voudrais que je te fasse un massage des pieds ou un massage du cou avec les petites mains d'enfant?
c'est l'amour. C'est une manifestation de l'amour. Ma petite maman, tu as l'air bien fatiguée. Tu veux que je sorte la salade, que je mette le couvert, ou que je te fasse un massage? Est-ce que tu as soif? C'est l'amour. C'est la bonté aimante, c'est maîtrise. Prochain Bouddha, Maitreya. Hein? Le Bouddha qui va venir s'appelle Maitreya. Hein? La compassion. Développer cette compassion. Sans compréhension, il n'y a pas de compassion. Et comment comprendre? Notre maître n'hésite pas, il dit mettez-vous dans la peau de l'autre, carrément. N'hésitez pas à vous glisser dans l'autre pour sentir ce qu'il sent, pour voir ce qu'il voit, pour écouter comme il écoute, pour réclamer ce qu'il réclame comme il le réclame. C'est un exercice de méditation. Qui es-tu? Toi que j'aime? Qui es-tu, toi qui me fais du mal? D'où viens-tu? Quels sont tes ancêtres? Et ta civilisation? Quelles sont les valeurs qu'on t'a données? Nous avançons tout doucement comme ça, comme Sherlock Holmes, avec une grosse loupe pour essayer de découvrir qui est l'autre. Qui es-tu, toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée? Tu es un monde, un mystère. Je ne connais de toi que très très peu. De quoi as-tu vraiment besoin? Comment voudrais-tu que je développe mon amour pour te rendre heureux, heureuse? Que pourrais-je faire pour mieux t'aimer? Comprends-moi. Car il nous demande une chose très importante. J'avoue que je n'ai pas eu le courage de le faire quand c'était encore le moment, à ce moment-là. S'asseoir à côté de la personne qui vit avec nous, que nous aimons, et lui dire tout doucement: mon bien-aimé, ma bien-aimée, est-ce que je t'aime comme tu voudrais être aimé? Est-ce que je t'offre l'amour dont tu as besoin? Et je crois que moi, ce qui m'a retenu, c'est d'entendre dire bien sûr que non, ça ne va pas du tout. Et de peut-être pas avoir eu le courage de poser cette question, qui est nécessaire, qui est une question nécessaire. Parce que c'est une question qui est posée avec amour, avec l'intention de se transformer. Une fois qu'on comprend, je vous promets que la compassion naît pour cette personne. Et on peut accepter des choses complètement inacceptables. Complètement inacceptables pour la plus grande majorité du temps de notre vie d'avant. On n'aurait jamais pu penser pouvoir un jour accepter ça. Et cependant c'est possible. Et le cœur reste ouvert. Et le cœur reste tendre, et le cœur reste doux. Et il y a la capacité d'ouvrir les bras et de faire un passage complet, d'effacement complet de ce qui s'est passé. Juste l'amour, là. Juste l'amour. Un vrai délice à l'intérieur de nous.
mon bien-aimé, ma bien-aimée, j'attends de toi que tu m'aimes de cette manière-là. Mais ça ne marche pas trop bien, j'y arrive pas. Comment voudrais-tu m'aimer? Et quand tu m'aimes, peux-tu me dire ça, c'est un acte d'amour? Vous imaginez comme ça changerait nos vies? Pouvoir dire ça, celui à celle avec ceux avec lesquels on vit. Quelquefois, comme je suis occidentale et que je vis avec beaucoup de sœurs, sœurs laotiennes, sœurs vietnamiennes, d'autres pays, je propose souvent ça. Lorsque tu ne comprends pas pourquoi j'ai pensé, parlé ou agi de cette manière, s'il te plaît, frappe à ma porte, viens me voir et dis-moi, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as pensé comme ça? Pourquoi tu as dit ceci? Pourquoi tu agis comme cela? Et devinez quoi? Malgré cette demande insistante, c'est très rare que cela arrive. Je pense de la timidité peut-être, hein? Mais ce serait une bonne solution. Parce que nous avons des idées toutes faites de la façon dont on devrait agir, dont l'autre devrait agir, tellement toutes faites qu'on est sûr d'avoir la vérité. Et vous savez, les perceptions, 90% de nos perceptions sont erronées. Alors combien de fois nous avons interprété ce que nous avons entendu, vu, manifesté par une autre personne. Combien de fois c'était faux? Combien de fois on s'est trompé? Mais ça va, on a le droit de se tromper. On peut recommencer. C'est très important. Donc la compassion, elle naît comme ça. Et si tout seul, on n'arrive pas à trouver la solution, on peut demander à quelqu'un de nous aider. On peut téléphoner pour contacter les amis, la famille de la personne que l'on souhaite comprendre, avec laquelle nous sommes en difficulté, pour essayer de comprendre. Dis-moi toutes ces beautés. Parle-moi que de ces beautés. Je ne veux pas entendre parler des choses que je connais déjà et qui m'irritent. Je voudrais entendre seulement sa beauté. S'il vous plaît, racontez-moi. Dites-moi. Arrosez mes graines de bonheur, arrosez mes graines d'amour, arrosez mes graines de joie, pour que je puisse entrer en contact profond avec cette personne. Et parlez-moi de ses souffrances. Par où est passée cette personne? Quelle sorte d'obstacle elle a rencontré? Pour que je puisse arriver à comprendre comment son schéma s'est développé, son schéma de réaction, son schéma de pensée, pour pouvoir mieux comprendre et mieux aimer. Et je vous promets, ça marche très bien. Et alors, même si la personne continue à vous faire des misères, on peut être comme cette fleur que nous a choisie Keiko. Une fleur épanouie en plein hiver. Alors bien de temps en temps, il y a un peu de gel, il y a quelques pétales qui frémissent, mais on peut continuer à fleurir en hiver. Jusqu'à ce que notre amour finisse par faire fondre dans la personne qui est en face de nous les résistances, sans chercher à la transformer, sans chercher à lui imposer notre idée, sans chercher à exiger d'elle quoi que ce soit, juste l'accueillir comme elle est, la comprendre et l'aimer. C'est une chose très importante.
après Karuna, après la compassion, nous avons la joie. Un amour sans joie, nous dit Thaï, c'est pas un amour, c'est pas de l'amour. S'il n'y a pas de la joie, c'est pas de l'amour. Je me souviens avoir dit à une petite jeune fille qui m'est proche, chaque fois qu'elle raccrochait le téléphone après avoir écouté son bien-aimé, elle pleurait. Et au bout de quelques jours, j'avais attendu du temps, je suis venue vers elle et je lui ai dit, je ne connaissais pas Thaï, mais ça me paraissait comme ça. Je lui ai dit, tu sais ma chérie, je crois que ça c'est pas de l'amour. L'amour, on est tellement heureux de l'entendre, on est tellement heureux de ce qu'il nous dit, alors on est heureux après, on ne pleure pas. À moins que ce soit déchirant de ne pas pouvoir être avec lui, mais c'est pas ça, n'est-ce pas? Non. Alors, s'il te plaît, ça n'est pas de l'amour. Regarde si tu peux mettre dans cette relation beaucoup de joie. Et si cette joie demeure, alors c'est de l'amour. Ça pourrait être de l'amour. Être près de la personne que nous aimons, c'est du bonheur. Savoir que cette personne est en vie, c'est du bonheur. Savoir que cette personne est heureuse, c'est du bonheur. Et c'est un bonheur qui n'est pas égoïste, c'est un bonheur qui peut vraiment se répandre autour de nous, en nous bien sûr, puis autour de nous, et rendre les personnes qui sont autour de nous encore plus heureuses. Dans le dimanche dernier, j'ai rappelé les petits gâtas que nous avons lorsque nous mangeons à la première bouchée, la joie. J'apprendrai à la développer, à la cultiver. La joie en moi, autour de moi et dans le monde. Et puis il faut vraiment regarder, la voir est-ce que j'ai de la joie en moi, comment je la développe, est-ce que ça rend les autres heureux, et jusqu'où ça va, c'est le bonheur. À la deuxième bouchée, ce sont des actes d'amour. À la deuxième bouchée, la souffrance, je la soulagerai. Je vais trouver un moyen de soulager ma souffrance, commencer par la mienne, y mettre un terme. Si possible, aller jusqu'à sa racine pour la déraciner. Et puis autour de moi, comment soulager la souffrance quand je l'aurai bien explorée. J'en connaîtrai les tenants et les aboutissants que je pourrai aider vraiment. Et dans le monde, comment cette vision profonde va pouvoir, à travers les 5 entraînements de la pleine conscience, par exemple, conscient de la souffrance provoquée par, chaque fois les entraînements commencent comme ceci. Alors je vais voir comment, effectivement, je peux soulager cette souffrance dans le monde. Jusqu'où ma pleine conscience, à travers mes actes quotidiens, faciles, vont pouvoir soulager la souffrance dans le monde. La troisième bouchée, c'est au bonheur des autres, je me joins de tout mon cœur. Ça, c'est l'amour authentique. Si on est capable de se réjouir du bonheur des autres, c'est l'amour authentique. Hein? Pouvoir passer ce merveilleux message d'amour. Tu es heureux? Alors je suis heureuse. Quelquefois, les parents voient partir leurs enfants assez loin de chez eux. Hein. C'est pas facile, vous savez. Pas du tout. J'ai exploré, je connais. C'est pas facile. Mais on peut se dire, s'il est heureux ou si elle est heureuse là, alors c'est bien. Et la dernière vertu de cet amour véritable, c'est Upeksha, c'est l'équanimité. J'offre mon amour. Je t'ai choisi, tu m'as choisi, nous nous aimons, je t'offre cet amour. Et les autres. Ça, c'est une phrase de l'abbé Pierre, qui a porté l'abbé Pierre toute sa vie, et les autres. Et Upeksha, c'est ça. C'est comment
prendre soin, comment aimer, comment comprendre, comment avoir de la compassion. Pour tous les êtres, quels qu'ils soient, où qu'ils habitent, quelle que soit leur couleur, leur forme, leur façon de s'habiller, leur façon de vivre, leur façon de parler, leur façon de manger. Qui que tu sois, tu es mon ami. Nous sommes tissés dans ce même tissu merveilleux de la Prajnaparamita. Vous vous rendez compte? On est tous pareils, tissés par l'univers tout entier. Et à longueur de journée, nous tissons l'univers tout entier. Est-ce que vous pouvez vous émerveiller de ça? Touchez la méditation là-dedans. Arriver à se réjouir de ça. J'ai reçu la demande, c'est très souvent, des compagnons d'Emmaüs. Avez-vous vu la dernière affiche? J'ai bondi de joie. Je me suis dit, ça y est, ça va peut-être nous réveiller. Et ce sont trois photos qui représentent. La première, c'est une maman avec son enfant, une petite fille, qui donne de l'argent à une maman, une petite fille, et en fait c'est la même personne, habillée différemment, assise par terre, tendant la main, et elle est l'autre, donc en image, vous comprenez ce que je veux dire? En fait, c'est pour nous faire comprendre que la personne qui est assise par terre, c'est nous, quoi, et que l'enfant qui est assis par terre, ben, c'est notre gosse, c'est tout, c'est notre petit. Ben, qu'est-ce qu'on ferait pour nos petits? Qu'est-ce qu'on ferait pour nous-mêmes? Il y a 3 photos comme ça, et je vous les ferai voir si vous voulez tout à l'heure. C'est spectaculaire, parce qu'il y a longtemps que c'est dans notre pratique de regarder l'autre comme soi-même. Mais là, ils sont allés jusque-là, hein, jusqu'à faire des photos comme ça pour nous éveiller, pour nous rendre, nous apprendre à regarder l'autre comme nous-mêmes. Hein. C'est magnifique. Je vous le ferai voir tout à l'heure, je le poserai par là. Si vous avez envie seulement, vous pourrez venir le voir. Très très important. Très important. Donc Upeksha, c'est ça. Upeksha, c'est ça. Tu es sur cette terre, tu es tissé dans le même tissu que moi, complètement. Pour les personnes les plus sombres de peau, il y a 1,2 gramme de mélanine de plus que nous, vous voyez? Vous imaginez? C'est rien comme différence. Je vais vous raconter une petite histoire drôle parce que je vois que vous êtes trop sage. J'avais notre fils sur mes genoux, donc il y a longtemps, parce que maintenant c'est un monsieur. Et il devait avoir 3 ans. Et pour la première fois de sa vie, il était en contact avec une personne de couleur. Il n'avait jamais vu. Et il me regarde, il regarde le monsieur et il me dit, avec sa nature d'un petit enfant de 3 ans, « Maman, tu as vu le monsieur, il est tout noir. » Et moi, si j'avais trouvé un trou de souris, tout de suite je serais rentrée dedans. Je garde mon calme. Je ne connaissais pas encore taille. Je garde mon calme et j'essaye de maintenir cet enfant dans une direction autre. Et pas du tout. Il continue à regarder le monsieur. C'était un monsieur qui était assez jeune, avec un visage rond, très aimable, très gentil, très ouvert. Et tout à coup, le monsieur veut répondre à cet enfant. Et moi, je ne savais pas où ça allait, mais ça ne fait rien. On tenait la barre du bateau ensemble. Et voilà que devant le petit garçon, il lui fait voir. « Tu vois, je suis tout noir. »« Oui, dit l'enfant. Mais j'ai des mains toutes roses. » Alors le petit garçon regarde. Les mains toutes roses. Et puis j'ai la langue toute rose. Il tire la langue. Il lui dit, tu vois? Il lui tire la langue.
J'ai le blanc des yeux tout blanc, comme toi. Je dis, c'est juste un petit peu de différence de couleur. On est tout à fait pareils, tous les deux. Et j'étais tellement pleine de gratitude pour ce monsieur qui m'avait enlevé à moi. Je ne savais pas trop comment agir. M'avait enlevé cette difficulté et l'avait transformée en quelque chose de merveilleux. Ça a été une ouverture pour cet enfant. Ça a été une véritable ouverture pour cet enfant. Et cette personne s'est conduite de la façon la plus habile, la plus gentille, la plus naturelle avec ce tout petit. Et depuis, là, je crois qu'il a beaucoup d'amitié pour les personnes de couleur. Hein. Ça a été son premier contact, c'était un très beau contact. Oui, nous sommes tous tissés dans le même tissu. Quels que soient nos milieux sociaux, d'origine, ce qui fait pleurer l'un fait pleurer l'autre, ce qui rend heureux l'un rend l'autre heureux. Et quand nous prenons notre douche, que nous lavons les pieds, il y a un gata. Il y a quelqu'un parmi vous qui récite ce gata quand vous vous lavez les pieds? Non? Ah. Le bonheur de mon petit orteil, c'est le bonheur de tout mon corps. Le bonheur de mon petit orteil, c'est le bonheur de tout mon corps. Et la quatrième bouchée, celle qui me restait encore à visiter, c'est après au bonheur des autres, je me joins de tout mon cœur, et nous avons contemplé Upeksha. C'est les torts qu'ils me font, je leur pardonnerai. À chaque repas. À chaque repas, la quatrième bouchée. Les torts qu'ils me font, je leur pardonnerai. Comment vais-je m'y prendre? Que vais-je pouvoir faire pour transformer ma colère, ma rancune, mes difficultés, le côté insupportable quelquefois, en quelque chose d'autre? Nous les avons rencontrés déjà, tous les moyens, à travers ce qui a été dit précédemment. Il est 11h05, j'aime bien qu'à la fin, ça pourrait durer longtemps, parce que je voudrais bien vous emmener faire des méditations très longues, mais des contemplations très longues, mais j'aimerais bien que vous me parliez de votre propre pratique dans la méditation et dans l'amour. Est-ce que, puisque c'est le même sujet aujourd'hui, avez-vous trouvé des voies spéciales qui vous sont propres et que vous aimeriez partager avec les amis qui sont présents? Depuis le début de l'enseignement, je n'ai parlé que du Sutra du Diamant. Je sais que vous avez travaillé profondément sur le Sutra du Diamant pendant tout un hiver. Est-ce que ça aboutit dans notre vie quotidienne? Et pourquoi je dis c'est le Sutra du Diamant? Quand je contemple une personne qui me fait du mal, qui me déteste, qui me hait, qui aimerait vraiment par tous les moyens ne pas me voir, si je la regarde comme ça, alors je vais dire, on va prendre des formules mathématiques de Trajan, cette personne est comme ça, elle ne changera pas. A est égal à A. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas de moyen. Mais si je sors de ma poche les outils, la pratique
la contemplation profonde, si j'arrive à regarder en profondeur dans cette personne, alors je peux dire A n'est pas égal à A, c'est-à-dire la personne que je vois n'est pas ce que je croyais qu'elle était. A n'est pas A et B. Et en avançant encore, il y arrivera un moment où nous aurons compris cette personne suffisamment pour que A soit à nouveau A. Quand on contemple cette personne, on la contemple bien comme cette personne, mais en connaissant tout le reste. C'est le sutra du diamant. C'est vraiment ce que nous avons à faire toute la journée, le plus souvent possible dans notre vie. Dans le zen, on dit, au début du zen, il y a une montagne. Au milieu, il n'y a pas de montagne. À la fin, il y a une montagne. C'est ce que je viens de vous expliquer. Au début, il y a une montagne. Dans le second temps, on découvre qu'est-ce qu'est cette montagne. Qui est cette montagne? Elle est faite de quoi? De granit, de schiste? Y a-t-il des fleurs? Y a-t-il des plantes? Y a-t-il des arbres sur cette montagne? Y a-t-il des sources? Y a-t-il des nappes phréatiques à l'intérieur de cette montagne? Et alors, là, la montagne n'est plus la montagne, elle est cette recherche. Elle est cette montagne tout en étant tout à l'intérieur, tout ce qu'on découvre d'elle. Et à la fin, quand on a bien découvert, alors c'est vraiment la montagne. Et cette fois-ci, A, c'est vraiment A, mais un vrai A, complet. Un A qui a été compris, un A qui peut être aimé, malgré les rochers pleins de cristaux difficiles qui coupent, qui piquent. Elle peut être aimée, cette montagne. Donc maintenant, je vous donne la parole. Merci. Quelqu'un, une question, voudrait nous parler de la pratique, s'il vous plaît. Osez. Parce qu'il y a quelque chose qui a été touché en vous. Je sais, ce sont des sujets qui ont été abordés très souvent. Mais là, il s'agit de les pratiquer, il ne s'agit plus de les écouter, il s'agit de les pratiquer. Il ne s'agit plus de les lire, il s'agit de les mettre dans notre vie quotidienne. Est-ce que vous avez quelque chose à partager? Oui, tu veux en parler? C'est génial. C'est bon là? Oui, d'accord. Chère Taille, chers amis, chères sœurs, l'histoire que tu as racontée sur ton petit garçon, sur cet homme noir, et que justement aimer les autres, aimer quand on aime les gens autour de nous, on élargit à chaque fois le cercle. Et justement, je pense il y a des moments dans notre vie où on montre quelque chose de nous qui est ressenti par les autres d'une certaine façon. Et évidemment, dans la façon dont on se montre, c'est qu'on montre quelque chose de soi. Et en même temps, ce soi-là, on veut qu'il soit accepté, et il n'est pas forcément accepté, quoi. Et ça m'a rappelé une période de ma vie où ça m'a beaucoup aidée, et quand tu parlais, ça m'a fait réfléchir à cette façon de faire. C'est que je sentais dans le regard des autres, quand j'arrivais dans un lieu nouveau, même quand je rentrais dans le métro, un regard hostile. La différence, quoi. Elle n'est pas comme nous, quelque part, elle n'est pas comme nous. Alors, est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était pas vrai, j'en sais rien. En tous les cas, moi, c'est ce que je ressentais, et en même temps, je me rends compte que c'est ce que je voulais qu'on voit.
Donc il y avait quelque chose de... un combat à l'intérieur de moi, quoi. Je voulais qu'on me voie comme ça, et en même temps, je supportais pas qu'on me juge, ou que... Voilà. Et à un moment de ma vie, mais j'en ai pas pris conscience, en fait, c'était pas volontaire, mais je pense qu'évidemment, c'était pas pour rien que je l'ai fait. Je me promenais avec un badge où il y avait écrit dessus « Je suis moche, et alors ?» Alors que je me trouve pas du tout moche, hein, je vous rassure, mais c'était ce que je voyais dans le regard des autres. Donc, et ça m'a vraiment étonnée, parce qu'il y a des tas de gens qui sont venus me voir dans le métro. Et un peu comme cet homme, justement. Et alors, il y en a, ils me disaient, oui, mais vous savez, c'est pas grave. Enfin, qui voulaient me consoler. Donc, ça me faisait beaucoup rire, évidemment. Et puis d'autres qui me disaient, mais non, moi, je vous assure, je vous trouve très, très belle. Et j'ai eu plein de conversations avec les gens comme ça. Et je me suis dit que, eh ben, en fait, c'était bien de faire des appels comme ça, indirects, pour se rassurer soi-même. Et c'est vrai que aussi, quand des fois je vois des gens très différents dans le métro, surtout, des fois ça m'énerve. Je me dis, oh là là, celui-là. Et puis d'un seul coup, je me reprends et je me dis, mais c'est très bien qu'il soit justement pas comme tout le monde. Les autres, ils sont tous habillés pareil, ils montrent quelque chose de lui, ça me dérange. Pourquoi ça me dérange? C'est pas facile, mais voilà. Et voilà, c'est tout. C'était justement de cette histoire-là que tu as racontée pour avoir accès aux autres et pardonner aux autres d'être ce qu'ils sont. Et nous-mêmes, surtout, nous pardonner. Bernard, non, j'avais juste le micro. Et ça m'a rappelé un souvenir, parce que j'ai vécu en Afrique et j'ai eu l'occasion d'aller seul. J'avais une petite moto dans la forêt et dans un village, les enfants étaient terrorisés parce qu'ils n'avaient jamais vu un homme blanc. Et bon, il y a une grande sœur, enfin bon, je m'étais arrêté, tout ça. Et comme, voilà, ils ont aidé les petits à me toucher la peau. Hein, comme en ce moment on pratique le toucher, je voulais. Et voilà, souvent on a peur parce qu'on n'a jamais vu, quoi. Et voilà, je vais juste dire ça, c'est que la peur pouvait nous empêcher d'aimer, quoi. Donc dans ma pratique, je me rends compte que quand je suis surpris, quand j'ai de l'imprévu, j'ai peur et je peux ne pas être aimant. Donc voilà, pouvoir revenir à ma respiration, à ne pas mettre beaucoup. Voilà, donc c'est voilà, aimer au-delà de la peur. Beaucoup de souffrance et de misère matérielle, je précise. Et hier, j'étais dans un marché, et puis il y avait une petite jeune femme avec une petite roulotte, enfin, un petit chariot, puis qui me dit, est-ce que je peux vous poser une question? Puis j'ai eu un premier rejet, enfin avoir envie de... J'en ai assez. Et puis j'ai vu en moi ce retour, et puis j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Quelle est votre question? Enfin, je l'ai vu venir, cette réaction, puis j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, oh là là, je vends des est-ce que je peux vous donner une petite pastille? Je suis du cirque, s'il vous plaît, achetez-moi des choses, ça va aider les gens du cirque, etc. Puis je l'ai regardée avec un sourire et je lui ai dit, mais vous savez, j'ai fait aussi du cirque. J'étais aussi comme vous, j'ai travaillé aussi, je connais l'intermittence. Et elle a eu un grand sourire, il y a quelque chose qui s'est détendu. Elle dit, mais qu'est-ce que ça me fait du bien, parce que là, tout le monde me rejette. Personne m'a regardé, personne m'a répondu, qu'est-ce que ça me fait du bien. J'ai dit, oui, je sais, c'est difficile le monde du cirque, c'est difficile l'intermittence. Et après, elle m'a dit, écoutez,
j'ai des nougats, est-ce que vous en voulez un? Je dis, écoutez, je vais vous prendre un paquet. Elle me dit, oh non, vous êtes tellement gentil, je vais vous en donner 2 pour le prix de... Et puis, je lui ai donné un petit peu plus pour le... Mais j'ai tellement vu ce que ça l'a tellement touché que je lui ai dit, mais vous savez, j'ai été comme vous et je comprends combien c'est difficile, quoi. Mais la pratique, ça a été de voir ma première impulsion qui était assez, quoi. Et non, de voir le rejet premier qui arrive et puis dire, et non, c'est quoi la question et le lien qui s'est passé après. Oui, j'ai été comme vous, je connais, je sais que c'est pas facile. Merci beaucoup. Partage du Dharma. Je vais être amenée à partir plus tôt pour aller passer Noël avec ma maman. Elle a 95 ans. Elle aurait été probablement toute seule pour ce Noël. Et mes frères et sœurs étaient enchantés que notre communauté me donne la liberté et la joie de pouvoir m'occuper de ma maman, retourner vers elle après 20 ans sans Noël ensemble. Ce sera le premier Noël après 20 ans d'absence pour Noël, alors c'est pas rien, ça va être une très grande joie de se retrouver toutes les deux. Voilà. Donc un très grand merci à nos amis qui ont écouté cet enseignement. J'ai vu que ma voix était très, très sophronique, c'est-à-dire avait tendance à vous entraîner dans quelque chose, une intériorité qui était quelquefois proche du sommeil pour certains, mais ça va. Notre maître nous dit que lorsque notre vigilance baisse et que nous entrons dans ce mode-là, limite un peu, tout ce qui est dit et qui correspond à quelque chose qui nous intéresse, quelque chose sur lequel qui a de la valeur pour nous, alors c'est mémorisé dans la conscience profonde, la conscience de base, conscience du tréfonds. Mais par contre, on sait très bien, par expérience, que si on était dans ce mode-là et que je vous propose des choses qui soient tout à fait contraires à votre façon de penser, et là, il y aurait censure. Et c'est très bien comme ça. Notre nature est bien faite. Voilà. Je voulais donc vous remercier beaucoup et remercier notre sangha monastique, nos sœurs, de me donner la possibilité de repartir dans notre famille. Mes cheveux sont un peu longs aujourd'hui parce que ma maman ne peut pas me supporter sans cheveux sur la tête, complètement pas de cheveux, c'est trop difficile pour elle. Et mes sœurs ont la générosité, la bonté aimante d'accepter que je parte avec des cheveux longs pour faire voir à maman que voilà, je suis encore sa fille. Je suis encore sa fille. Voilà, un grand merci.